Bonjour et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie, passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles voyageurs, qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast est disponible partout, sur le blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouvel épisode, je reçois Dounia qui a relevé un défi incroyable avec sa famille. Traverser l'Europe à vélo avec leur petite Maya âgée seulement de 2 ans. De la Grèce au Cap Nord, ils ont parcouru 6500 km en 5 mois, traversant 11 pays, des Balkans à la Scandinavie, en passant par les îles Lofoten et les plateaux du Finnmark. Partis en plein hiver, ils ont affronté les défis du voyage avec une détermination sans faille et à leur propre rythme. Cette aventure exceptionnelle leur a prouvé que rien n'est impossible et ils viennent aujourd'hui partager avec nous leurs anecdotes, leurs joies et tout ce qu'ils ont appris en chemin. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Dounia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience sur le podcast de Parents Voyageurs. Avec plaisir. Je suis ravie de t'entendre aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton projet, ton road trip à vélo en famille. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être commencer à te présenter et puis présenter un petit peu votre parcours, votre périple? Oui, alors moi je m'appelle Dounia, donc on est 3 dans ce projet. Il y a moi-même, Julien et Mia, qui a actuellement 2 ans et demi. On vit en Bourgogne-Franche-Comté en France et le projet il est né suite à la naissance de Mia. En fait, quand elle est née, on avait un petit peu peur de s'enfermer, on va dire, dans une parentalité restreinte, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ça nous a donné un petit peu cet élan de nous lancer dans l'aventure du voyage à vélo. Ok, et donc du coup, qu'est-ce que tu entends par parentalité fermée? En fait, on avait peur que le fait de devenir parent, ça nous freine dans nos projets de voyage. Ok. Et ça a été, finalement, ça a vraiment été le contraire parce que avant l'arrivée de Mia, c'est vrai que c'était plutôt Julien qui avait des projets comme ça. Et moi, j'étais un petit peu plus réticente. Et au final, quand Mia, elle est née, je sais pas ce qui s'est passé, ça a carrément libéré un truc chez moi. Et je me suis dit, en fait, j'ai tellement peur de passer à côté de la vie et de ma vie qu'il faut qu'on fasse ce dont on a toujours rêvé. Et du coup, oui, c'est pour ça que ça a été plutôt un moteur, quoi, la naissance de Mia. D'accord. Et donc du coup, vous étiez des cyclistes avant de partir et c'était un projet que vous aviez déjà en tête ou c'était un nouveau projet qui est arrivé en fait? Alors non, pas du tout. On n'était pas du tout, pas du tout des cyclistes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé petit à petit parce que en fait, avant la naissance de Mia, avec Julien, on avait déjà fait un road trip en van de quelques mois. Et du coup, on voulait pas forcément se relancer dans un voyage en véhicule motorisé. On voulait quelque chose de plus lent et, euh, et du coup, le voyage à vélo, ça nous a parlé. Donc, on a testé une première fois ce mode de voyage quand Mia avait 5 mois. On est parti de chez nous, donc en Bourgogne-Franche-Comté, pour aller jusqu'à Amsterdam sur une durée d'à peu près 15 jours, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, ça a été vraiment une révélation parce que je pensais pas que. Enfin, moi, je voyais vraiment ça comme quelque chose de super difficile, etc. Et en fait, c'est un mode de vie qui est très simple finalement et qui ramène vachement à l'essentiel et ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça nous a beaucoup plu à tous, je pense. D'accord. Ouais, en fait, vous choisissez quand même pas la facilité parce que souvent, justement, les gens partent avec un van ou un véhicule motorisé pour avoir quand même un minimum de confort, surtout avec un bébé. Là, vous êtes carrément sorti de votre zone de confort et parti carrément à Ouais. l'opposé, quoi. C'est vrai que, oui, c'est vrai que c'était un petit peu l'opposé. Mais je pense qu'on avait besoin de faire ce test
aussi pour prendre conscience que finalement on avait beaucoup d'a priori sur ce voyage et beaucoup de peur et de doutes. Et au final, une fois qu'on est parti, on s'est rendu compte que c'était en fait pas si compliqué que ça et que si on se laisse porter, les choses elles arrivent au bon moment et ouais, du coup Mm. on s'est laissé porter un petit peu par cette envie. Et c'est vrai qu'au début, les gens qui étaient autour de nous pensaient, enfin, pour notre premier voyage, on a eu pas mal d'échos de nos proches qui nous disaient que c'était un petit peu fou avec un bébé de 5 mois, etc. Mais au final, ça s'est super bien passé et on s'adapte aussi au rythme de l'enfant avec lequel on voyage, quoi. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que 5 mois, c'est vraiment tout petit en fait. Et j'imagine que vous aviez l'équipement pour qu'elle dorme au maximum, parce que finalement, à cet âge-là, ça dort aussi énormément. Donc c'est peut-être une logistique plus facile pour euh, planifier les journées, tu vois, le moment où tu pédales, le moment où tu pédales pas et tu profites. J'imagine que pour le coup, c'est peut-être plus facile. Enfin, je sais pas en vrai, hein, je m'interroge. Ouais, alors en comparaison avec le deuxième voyage qu'on a effectué, du coup, c'est vrai que pour l'aspect sieste, c'est quand même plus facile parce qu'en fait, un bébé de 5 mois, ça dort beaucoup, quoi. Mm. Donc, on pouvait faire des très grosses journées et pendant qu'elle dormait dans la charrette avec son petit hamac, dans son petit hamac. Donc, c'était peut-être même plus facile logistiquement qu'avec un enfant de, je dirais à partir de 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ouais, ouais. Et donc, du coup, vous faites ce premier test qui est concluant. Votre fille a 5 mois. Qu'est-ce qui se passe après, en fait, entre le moment où vous rentrez de ce périple et la date du départ du grand voyage? Qu'est- Comment vous vous organisez? Comment vous planifiez tout ça? Il s'est passé plein de choses. En fait, Julien et moi, quand on est revenu de voyage à vélo, on a ouvert une entreprise d'aménagement de vannes parce que Julien il est menuisier de formation et moi, j'étais secrétaire à la base de formation. Donc, on a ouvert une entreprise d'aménagement de vannes. Et puis, très vite, on a eu un petit peu le manque du voyage et on avait envie de voyager sur une plus longue période aussi et de faire, enfin voilà, de visiter aussi des pays qu'on n'avait pas, dans lesquels on n'avait jamais mis les pieds. Et c'est comme ça qu'est né un petit peu ce projet de voyage et enfin, qui s'est fait vraiment petit à petit et voilà. Ok. Et pourquoi, du coup, pourquoi cet itinéraire-là? Pourquoi se partir sur un aussi long terme finalement, parce que vous avez dû finalement laisser vos jobs à côté pour préparer enfin pour partir un an. Comment ça s'est organisé finalement? En fait, ça tombait assez bien parce que j'étais en emploi et j'avais un CDD qui se terminait fin janvier, du coup 2024. Et je reprenais une formation en septembre 2024, donc ça nous laissait un laps de temps pour voyager. Et au final, on s'est dit, en fait, il faut qu'on utilise ce temps pour faire ce voyage parce que après, justement, moi, je reprenais une formation pendant 3 ans et du coup, c'était ce moment-là qu'il fallait qu'on parte, quoi. Et l'idée de l'itinéraire, il s'est un petit peu peaufiné parce qu'au début, on voulait faire la pointe la plus au sud de l'Europe jusqu'à la pointe la plus au nord de l'Europe. Donc, c'était partir de Tarifa en Espagne pour aller jusqu'au Cap Nord, en Norvège. Et puis en fait, on a réalisé que ça nous faisait traverser des pays qu'on avait déjà visités. Et du coup, ça faisait pas trop sens pour nous. Donc on a essayé de partir plutôt direction de la Grèce, mais on savait pas vraiment sur quel point s'arrêter. Parce que du coup, on avait quand même une deadline, quoi, une date limite. Donc on est parti de Patras en Grèce et on est allé donc en Norvège jusqu'au Cap Nord. Donc ça fait à peu près 6500 km, si mes souvenirs sont bons, Waouh. et 11 pays traversés. Et donc on a traversé donc la Grèce, ensuite on est passé par l'Albanie, et après l'Albanie on a fait le Monténégro,
Et puis après, on a fait la Croatie. Et ensuite, donc, on est passé un petit bout de Slovénie, puis l'Autriche, la République tchèque. On a traversé toute l'Allemagne pour enfin arriver au Danemark. Et puis ben, après, on a fait toute la Norvège en long, jusqu'à arriver au Cap Nord. Sacré périple, quoi. Ouais, c'était un très très beau voyage. J'imagine que vous avez dû en avoir plein les yeux, ça devait être fou. Et donc, du coup, comment tu fais pour préparer ce type de voyage, et notamment au niveau de l'itinéraire, parce que ben, quand on est en voiture, ben, on prend les axes rapides, etc. Mais comment on fait pour trouver l'itinéraire juste et adapté justement au vélo et dans les pays qu'on ne connaît pas forcément? On utilisait une application qui s'appelle Komoot. Donc on a beaucoup utilisé cette application sur le mode balade à vélo. En fait, on avait notre itinéraire en gros, mais après on faisait un petit peu au jour le jour, quoi. Ok, donc du coup, tu savais combien de kilomètres tu allais faire par jour, plus ou moins, ou tu déterminais finalement 2, 3 jours avant comment allaient s'organiser les journées en termes de rythme? Non, pas du tout. En fait, on regardait la veille pour le lendemain, euh, pour prendre en compte aussi le dénivelé positif. On pensait pas du tout que ça serait si compliqué à gérer en fait le dénivelé positif, parce qu'en fait en Grèce et en Albanie, je pensais vraiment pas, mais c'est super montagneux. Et du coup, les premiers jours, ça a été un peu compliqué parce qu'on n'avait pas pris en compte les dénivelés et ça nous a un petit peu appris pour la suite à comment organiser nos journées. On savait aussi exactement combien de dénivelés positifs on pouvait faire par jour et combien de kilomètres on pouvait faire par jour en fonction du dénivelé positif, etc., quoi. D'accord. Ouais, donc au final, il y a quand même au départ une partie de test pour tester aussi un peu Ah oui. votre capacité à pédaler. Et après, j'imagine que vous avez réadapté l'itinéraire, parce que quand vous aviez un timing très établi, à un moment donné, il faut réajuster, quoi, par rapport à l'itinéraire global, non? Complètement, mais en fait on est arrivé à la fin avant, donc du coup on n'a pas vraiment eu à raccourcir de portions ou quoi, parce que en fait finalement au début on avait pris un peu de retard parce qu'il y avait beaucoup, c'était très montagneux, mais au final après on avait une partie assez plate, donc on a réussi à rattraper notre retard et on est arrivé avant le délai qu'on s'était fixé, quoi. Ok. Ouais, j'imagine que ça doit être un peu rassurant de savoir que tu es dans les clous au fur et à mesure, bah, pour être sûr d'aller au bout finalement. Ouais, vraiment. Enfin, moi, ça m'impressionne, hein. C'est un vrai exploit pour moi, ce genre de périple. Mais alors, comment tu t'étais préparé avant de partir? Parce que tu parlais justement du côté montagneux et que c'était pas toujours évident. Euh, Vous aviez fait une préparation sportive spécifique avant ou pas du tout? Ah non, pas du tout, on est vraiment allé comme des touristes. Donc, On est allé comme des touristes et puis et puis du coup, Mia, elle avait un très très bon sac de couchage. Franchement, on avait vachement misé là-dessus pour pas qu'elle ait froid, etc. Et nous, par contre, on avait pris des sacs de couchage, mais en fait, en Grèce, en février, la journée il fait bon, mais par contre, la nuit, il faisait tellement froid que, en fait, on a dû demander au père à Julien de nous renvoyer un sac de couchage plus épais en fait, parce que du coup moi j'arrivais pas forcément à faire des bonnes nuits de sommeil, quoi. oui, j'imagine que là, le repos, il doit être vraiment essentiel, quoi. Tu peux pas te permettre de mal dormir pendant plusieurs nuits. Non, ouais, non, vraiment pas. Après, c'est pas non plus un. Enfin, on n'est pas parti en mode sportif parce qu'après, on faisait aussi des arrêts. Quand il pleuvait, on roulait pas quand il pleuvait. Enfin, on prenait pas parce que de risque non plus avec la petite. Hmm. Enfin, il fallait que ce soit agréable, que ça reste un voyage agréable pour tout le monde, en fait. D'accord. Oui, j'imagine que oui, c'est bien l'effort, mais c'est pas non plus que ça, quoi. Non, voilà.
Alors du coup, comment vous organisiez justement les journées avec la petite par rapport au nombre d'heures de pédalage, les visites, les temps de repos? Comment vous aménagiez un peu vos journées? Ben, le matin, en général, on déjeunait, enfin, on repliait tout le campement. Et après, on partait, on roulait à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Elle faisait une sieste le matin et une sieste l'après-midi, donc elle faisait sa sieste du matin pendant ces 2 heures. Et on se réarrêtait du coup pour faire un petit goûter vers 10 heures, 10 heures et demie. Ensuite, on reprenait un petit peu, normalement, on reprenait la route jusqu'à midi. Et là, à ce moment-là, elle venait sur mon vélo parce que j'avais une petite selle à l'avant de mon vélo et Julien, il tractait la charrette du coup. Mhm. Et donc là, c'était le moment où elle était plutôt avec moi jusqu'à midi. Puis à midi, on prenait le temps de préparer à manger. Enfin, on faisait vraiment des vrais repas, quoi. Et on repartait vers 13h30, 14 heures. Et puis on s'arrêtait pour faire les 4 heures. Et puis en général, après, on regardait où est-ce qu'on. Enfin, à partir de ce moment-là, on regardait où on était sur la carte et on essayait de savoir à peu près où on allait s'arrêter pour passer la nuit, enfin, pour poser la tente. Et comme ça, on avait déjà un peu une petite idée de où on allait dormir, quoi. Mm. Ouais, justement, c'était ma question. Vous dormiez où finalement? En camping sauvage ou vous dormiez chez des gens ou c'est comment vous faisiez en fait à chaque fois? Alors en fait, on a fait beaucoup de camping sauvage. Parce que du coup, déjà, il n'y a pas trop de camping. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas du tout de camping sur notre route en Grèce et en Albanie. Mhm. Et du coup, quand il pleuvait, on est allé quelques fois chez l'habitant, ou alors on prenait des chambres parce qu'en fait, dans ces pays, c'est absolument pas cher. Du coup, on se l'est autorisé en Grèce, en Albanie, au Monténégro. Et après, ça a commencé à devenir un peu plus cher. Donc là, on a fait que du camping sauvage, quoi. Et Ok, du camping en camping aussi pour prendre des douches. ok. Oui, c'était. J'avais interviewé une famille qui voyageait en vélo aussi il y a quelques temps et justement, elle parlait du mythe de la douche chaude. Apparemment que tous les cyclistes raffolent parce que c'est tellement rare d'avoir une douche chaude que quand Ah ouais. elle est là, c'est le kiff total. Ah ouais, non mais vraiment, hein. Franchement, c'est un luxe. Mais du coup, on se réjouit vraiment enfin, des petites choses, enfin, qu'on se réjouissait pas dans notre quotidien, dans notre appartement en Franche-Comté, quoi. Enfin, manger devient un plaisir, prendre une douche devient un plaisir. Du coup, c'est vraiment revenir à l'essentiel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que des petits plaisirs du quotidien ont vraiment de l'importance, quoi. Mais justement, tu parlais de faire à manger, etc. le midi, pacter le matin les bagages, etc. Mais est-ce que ce genre de voyage, ça demande pas aussi une très grosse logistique, voilà, de campement, trouver un endroit, etc. Qui demande aussi beaucoup d'énergie, quoi, en plus du pédalage. Bah, au final, pas tant que ça, parce que je trouve que il y a souvent, enfin, on se rend pas compte quand on est dans notre quotidien et qu'on roule en voiture, mais en vrai, quand on roule à vélo, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'endroits où s'arrêter. Et ça a jamais été très très compliqué de trouver un endroit pour manger ou pour dormir, par exemple. Ok, et donc c'était quand même assez facile de trouver des lieux pour faire du camping sauvage et c'était pas trop stressant de se dire bah tiens je pose ma tente ici. Il n'y a pas eu un peu des moments de flip comment tu faisais en fait pour trouver le bon endroit entre guillemets, tu vois? Bah en fait, au début, alors nous, en tant que bons Français, on est arrivé en Grèce et du coup, à chaque fois qu'on voulait poser notre tente dans un champ ou comme ça, on essayait toujours de trouver une maison à côté pour demander si on pouvait poser notre tente. Mais en fait, on a très vite compris que, enfin, dans leur culture là-bas, enfin, ils nous disaient, enfin, en gros, oui, mais pourquoi vous demandez, quoi?
Puis donc en Grèce, en Albanie, on a compris enfin voilà, fallait qu'on arrête de demander. Et après, c'est vrai que la nuit, en soi, moi, ça me faisait un petit peu flipper au début, surtout quand on n'a pas l'habitude de dormir dehors. Tous les animaux se réveillent la nuit et du coup, il y a énormément de bruit. On se fait tout un tas de films, surtout en Croatie où il y avait du coup les ours qui étaient présents ou dans certains endroits où on dormait. Et du coup, c'était assez flippant de savoir qu'on cohabitait avec des ours et des loups qu'on a entendus un soir d'ailleurs. Comment tu réagis quand tu entends un loup au loin et toi, tu es sous ta tente avec ta môme de 2 ans qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, moi je dormais, Mia dormait aussi. Julien, je crois qu'il était en train de faner sur son portable. Et en fait, d'un coup, j'entends, en fait, comme si il y avait vraiment une meute de chiens. En fait, au premier abord, je me suis dit, mais il y a plein de chiens à côté de nous qui sont en train de d'aboyer et de hurler comme des loups. Je me suis dit, mais c'est des huskies, c'est quoi? Enfin, et, euh, et du coup, on s'est regardé avec Julien, et enfin là, franchement, en une fraction de seconde, on s'est dit, oh, putain, mais en fait, c'est des loups. Et franchement, on n'a pas du tout le temps d'avoir peur, hein, parce que, en fait, le temps qu'on se... Puis d'ailleurs, Julien voulait absolument prendre la GoPro et juste filmer ce moment, parce que c'était épique, quoi. Et en fait, on s'est levé, du coup, ça fait un peu de bruit avec les matelas gonflables, et d'un coup, ben, plus rien. Ah, donc ils étaient quand même vachement proches alors. Ben, en fait, moi, je les ai entendus vraiment très très proches, quoi. Et t'as pas peur qu'ils te bouffent dans ces cas-là? Non, moi, je suis plutôt, je suis plutôt à me dire qu'ils nous feraient rien, quoi. Enfin, qu'en fait, ils ont peur de nous, donc. Oui, après, t'es aussi sous la tente, donc t'as une protection, c'est aussi quelque part, oui, une manière de se protéger. Ouais, c'est ça. Mais après aussi, c'est le contexte qui a fait qu'on n'a pas eu peur, parce qu'en fait, on n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Mais je pense que s'ils avaient peut-être continué à hurler autour de notre tente, j'aurais peut-être commencé à flipper, à me demander s'il fallait pas qu'on appelle un petit peu les secours, quoi. Mais Ouais, j'imagine que ça doit être flippant. Et pareil, pour les ours, dormir dans un endroit où il y a des ours à proximité, moi, ça me ferait trop flipper, je pense. bah en fait, le truc c'est que on en était. Enfin, moi, j'étais pas du tout consciente qu'il y avait des ours à l'endroit où on dormait. Bah d'ailleurs, c'est la nuit où on a entendu les loups. Donc après, évidemment, je suis allée regarder sur mon téléphone quels autres animaux il y avait à proximité, et c'est là que je suis tombée en fait sur le fait qu'il y avait également des ours, pas mal d'ours dans cette région-là de Croatie. Et du coup, oui, enfin ça franchement c'était assez flippant quand même. Quand on part avec une petite fille de 2 ans, qu'est-ce qu'on met dans ses bagages pour elle, pour vous? Alors, t'expliquer un peu par rapport à la charrette et puis le support sur ton vélo, mais qu'est-ce que vous aviez emmené en général, de manière globale pour ce périple? Pour Mia, on avait pris des habits plutôt techniques, des couches en mérino, des chaussettes en mérino, elle avait des bodys en mérino, enfin on avait vraiment euh, tout acheté mérino pour être sûr qu'elle n'ait pas froid, quoi. Hmm. Et après, en termes de jeu, on avait pris un jeu, mais après on s'est très vite rendu compte qu'à l'extérieur, elle jouait, que la nature c'était un énorme terrain de jeu en soi, donc en fait, tous les jeux, c'était pas vraiment nécessaire. Ouais, oui, finalement, à chaque fois que vous faisiez des stops, il y avait, j'imagine, des aires de jeu, et puis au moment où vous plantez la tente, c'est un nouveau terrain de jeu qu'elle découvrait tous les jours finalement, donc elle allait probablement explorer, des choses comme ça. Ouais, exactement, c'est ça. C'est quand même top, quoi. C'est là où du coup tu te dis quand tu grandis au contact de la nature, c'est quand même quelque chose qui est assez précieux, quoi. Et je trouve que c'est chouette pour eux, quoi, parce qu'ils sont justement pas forcément très scotchés aux jouets, au côté un peu matérialiste. Ils apprennent à s'occuper autrement, quoi. Exactement, ouais. Franchement, non, je trouve que c'est vraiment bien comme mode de voyage pour les enfants. Ça permet de se reconnecter avec l'essentiel et de se rendre compte que aussi dans le quotidien, tout le superflu qu'il peut y avoir, alors que en fait, il y a juste à mettre ses baskets et à sortir pour jouer, quoi. Et donc du coup, comment elle le gérait finalement le quotidien? Est-ce que
euh, quand elle était dans la charrette, etc. Est-ce que des fois elle trouvait le temps long ou au contraire elle adorait regarder dehors et du coup elle s'est jamais vraiment plainte. Enfin, comment elle s'est comportée finalement tout au long de ce périple? Ben, il y a eu des hauts et des bas. Parfois, on n'a pas pu finir l'itinéraire qu'on avait prévu dans la journée parce que ben, elle en avait juste trop marre et que elle voulait plus du tout retourner sur les vélos. Donc on a dû trouver des solutions, écourter et il y a eu des périodes où ça allait mieux que d'autres. Mais globalement, ce qui a été le plus difficile, c'était les journées où il y avait beaucoup de D+, parce que enfin, clairement, elle s'ennuyait, quoi. Le paysage, il défile pas rapidement, c'est long, tout le monde est épuisé parce que ça monte pendant longtemps. Et enfin, ouais, franchement, le dénivelé positif, je pense que ça a été ce qui a été le plus compliqué à gérer parce qu'en soi, après, quand c'était sur du plat, on trouvait toujours un endroit pour s'arrêter. Et voilà, mais quand c'était sur, euh, sur une côte où on pouvait pas s'arrêter, c'était compliqué. Là, on n'a pas. Il y a eu des moments où on n'a pas eu le choix en fait que de continuer, mais alors qu'enfin, elle aurait plutôt préféré s'arrêter, quoi. Mais Hmm. c'était plutôt ça qui était compliqué. Ouais, j'imagine qu'en fait, ces moments-là, toi, t'es fatigué, tu dois quand même aller jusqu'au bout de ta côte. La petite, elle en peut plus. J'imagine aussi que t'as dû avoir des moments un peu scénario de maman au bout du Rolls, tu vois. Ah oui, bah oui, oui, ah, bah ça, on n'y échappe pas, hein. C'est pas tout rose non plus, mais au final, je trouve que on apprend tellement les uns sur les autres dans ces moments-là. Enfin, c'est super riche, quoi. Oui, parce qu'en plus, vous avez quand même aussi une proximité. Elle dormait avec vous. Vous étiez ensemble H24 et elle a pu profiter de vous au maximum. Donc, les liens, ils sont super forts. Enfin, les liens qui se créent à ce moment-là. Oui, oui, c'est vrai. On parlait tout à l'heure des repas que vous mangiez bien. Qu'est-ce que vous faisiez comme repas? Enfin, pas dans les détails, mais tu vois, qu'est-ce que vous cuisiniez à manger? Parce que j'imagine que vous aviez aussi besoin de calories pour pouvoir justement tenir en termes d'énergie. Qu'est-ce que vous Oui, cuisiniez en fait à manger de manière globale, générale? ben, je pense que ce qu'on a le plus mangé et qu'on peut plus manger actuellement, c'est pâtes pesto. Et puis sinon, après, on se faisait des lentilles. On faisait quoi d'autre? On s'est fait des sandwichs, enfin, des tacos, des salades grecques. Parce qu'en fait, en, en Grèce et en Albanie surtout, il n'y a pas beaucoup de produits transformés. Enfin, c'est compliqué à trouver des produits transformés. Et au départ de notre voyage, enfin, on est parti végétarien, quoi. Et du coup, il n'y avait pas tous les produits qu'on peut trouver en France de substituts à la viande, quoi. Donc on cuisinait vachement des produits frais, des tomates, enfin on achetait tous des produits frais au marché, quoi. Et du coup, après, parce que tu parles du coup de l'Europe un peu du Sud, mais comment les choses ont évolué au fur et à mesure que tu montais, que ça soit en termes justement de gastronomie, mais aussi peut-être du froid, de la pluie, etc. Comment le voyage a évolué finalement au fil de l'itinéraire? Alors, une fois passé la Croatie, donc la Croatie c'était un pays aussi où il y avait vraiment énormément de dénivelé. On était assez contents parce que en fait on avait quand même fait la plus grosse partie de D+, on va dire. Donc on a passé la Slovénie et l'Autriche et à partir de l'Autriche, franchement là c'est très occidentalisé quoi. Enfin c'est européanisé donc et très 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 cher aussi. Donc on a essayé de le passer assez vite le pays parce que finalement tout est devenu un peu très très cher. Arrivé en Allemagne, on s'était dit que ça devait être normalement la partie la plus simple parce que du coup c'est assez plat. Et au final, ça a été une partie ben, quand même assez compliquée au niveau de la météo parce que avant l'Allemagne, il faut savoir que on a eu quand même beaucoup de chance avec la météo. Donc, sur les 5 pays avant l'Allemagne, on n'a pas eu énormément de pluie.
On n'a pas voilà, eu besoin de s'arrêter sur des très longues périodes. Et arrivant en Allemagne, ça a été, enfin c'était fin avril du coup. On est arrivé à Berlin sous la neige Ah oui, et quand même. c'était un moment assez fort parce que ben on s'y attendait pas du tout et ça faisait plusieurs jours quand même qu'on roulait dans le froid. Le matin on se levait parce on avait toujours une huile d'olive avec nous pour faire ben, pour cuisiner et du coup l'huile d'olive était complètement gelée. Enfin Wow. ça a été un pays qui devait être super facile et au final ça l'a pas vraiment été. Oui, en plus, j'imagine que tu n'avais pas non plus tous les équipements vraiment thermiques, etc. Vous aviez des vêtements pour le chaud et pour le froid finalement, parce que si vous alliez vers le nord, donc vous aviez quand même Oui. des équipements prévus. On avait plutôt des équipements prévus pour le froid, mais en Croatie, on avait fait une longue, enfin, on avait fait une longue pause d'une semaine et on avait tout renvoyé en fait, nos gants, les bonnets, etc. En se disant que ben maintenant c'était quoi, fin mars, peut-être qu'on avait renvoyé tout ça. On s'était dit qu'on n'en aurait plus besoin, etc. Et en fait, il s'est avéré que on aurait mieux fait de tout garder, quoi. Ouais, j'imagine que là, quand tu arrives et qu'il y a de la neige, tu fais oups. Ouais, ouais, mais en même temps, enfin, c'était beau, quoi, comme moment. Du coup, on a froid, mais au final, on est content, quoi. Ouais, c'est un peu magique la neige, hein. C'est vrai que ça donne un côté très chouette. Et justement, Oui, tu parlais de Berlin quand tu arrives à proximité des villes comme ça. Comment ça se passe en termes d'itinéraire? Puisque généralement, ce sont quand même des grosses villes avec des grandes routes. Comment tu fais pour accéder en fait au centre-ville? Peut-être que vous n'y alliez pas d'ailleurs, mais est-ce que vous avez déjà visité des grosses villes, déjà petites, hein? Et si oui, est-ce que ouais. comment vous faisiez pour accéder vraiment au centre? Bah, en général, on visitait quand même les grosses villes. Et pour accéder au centre, ça a jamais été très très compliqué parce que du coup, c'est assez bien développé au niveau, enfin, cyclable pour les vélos dans les grandes villes. Donc du coup, c'est pas, enfin, c'était pas très compliqué. Notre arrivée à Berlin, elle s'est faite assez facilement finalement. Donc on s'imagine pas en fait, tu vois, quand on est dans notre voiture, dans un bus, c'est vrai qu'on voit toujours ces grandes routes, ces autoroutes, etc. Mais on s'imagine pas qu'il y ait aussi bon, des petits chemins de traverse, en tout cas des pistes cyclables qui permettent du coup de rejoindre autrement la ville. C'est vrai que Ouais, ça paraît quand ouais. même. Enfin, c'est pas la pensée première qui nous vient, quoi. Alors, c'était pas toujours des pistes cyclables, mais quand c'était pas des pistes cyclables, en tout cas, notre application de vélo, elle nous a jamais, sauf au Monténégro, elle nous a jamais fait passer sur des routes dangereuses, quoi. Donc, si c'était pas des pistes cyclables, c'était des petites routes secondaires pour arriver dans la ville. Au final, on n'a jamais vraiment été en danger sur la route. Ou si vraiment on se sentait en danger, ce qui est déjà arrivé. Où il n'y avait pas de possibilité de passer et on se disait mais en fait c'est pas possible de passer là à vélo et on a fait quelques fois la portion en train parce que c'était trop dangereux quoi. Mhm. D'accord. Et du coup, l'application, elle est quand même assez fiable par rapport à ça, finalement. Tu peux t'engager dans des parcours, globalement, c'est assez fidèle à, à- Ah oui, à la sécurité. Enfin, c'est assez sécuritaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. oui, oui, non mais franchement après chacun a son curseur de sécurité aussi mais enfin moi je me suis jamais vraiment sentie en danger, à part au Monténégro où on a fait le choix de passer par. Ben, en fait, on a fait le choix de pas écouter du coup l'application et de passer par la côte. Et en fait, enfin, au Monténégro, il y a pas d'autoroute, ce qui fait que toutes les voitures ben, passent toutes au même endroit. Et du coup, c'était assez dangereux et on n'avait pas du tout le choix. Enfin, donc c'est un pays qui était très beau, mais qu'on n'a pas vraiment pu apprécier à sa juste valeur parce que on avait un peu plus peur sur la route, je dirais. Et parler justement du train, ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur ton feed Instagram où vous sortez du train avec vos vélos qui sont empaquetés, etc.
Comment ça se passe cette logistique-là et comment tu fais Ouais. pour gérer ta fille aussi à côté? Parce que j'imagine que ça prend du temps de tout remonter, etc. Ouais, alors c'est hyper, enfin c'est la partie je pense la plus stressante du voyage parce que en fait on a du coup fait le choix de pas prendre l'avion pour aller pour se rendre en Grèce et pour rentrer de Norvège et du coup et ben en fait sur certains trains on n'était même pas sûr de pouvoir monter donc on est vraiment allé au feeling. On a monté nos vélos tout seul, la charrette tout seul, pareil, etc. Et après, on n'a jamais eu de soucis. En général, les contrôleurs, une fois qu'ils passent, ils sont assez compréhensifs. Après, c'est une organisation, parce que du coup, quand le train arrive, bah, en général, t'as 2-3 minutes pour tout monter, sauf que t'as les deux vélos, t'as les sacoches que t'as dû enlever enfin, t'as 4 sacoches, du coup, 4, 5, 6 sacoches que t'as dû enlever des vélos. La charrette qui passe à moitié parce que du coup, les portes de train, elles sont super petites. Et du coup, Mia qui veut monter toute seule dans le train, mais en fait, t'as pas le temps qu'elle monte toute seule. Donc, c'était assez épique, les rentrées dans le train. J'imagine, parce que c'est hyper court. Moi, je me rappelle déjà des 4 valises qu'on avait, plus nos sacs à dos, plus les 2 enfants à Paris, où tu as 15 personnes qui attendent pour monter dans le train. Et c'est, Ouais. j'imagine, avec un chargement comme le vôtre, ça devait être vraiment le stress maximum, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, au final, ce qu'on a fait par la fin, c'est que c'est Julien qui s'occupait de tout monter. Et moi, je m'occupais de Mia parce qu'en fait, Mia, forcément, elle ressentait notre stress. Et du coup, les fois où on a essayé de faire ça à deux, eh ben, ça s'est mal passé parce qu'en fait, Mia a ressenti notre stress. Du coup, elle s'est mise à paniquer, elle s'est mise à pleurer. Et en fait, après, c'est parti en crise parce que voulait monter dans le train toute seule, mais au final, on n'avait plus du tout le temps de la faire monter toute seule. Donc en fait, après, on s'est réparti un petit peu le truc comme ça et c'est mieux aller parce que, en fait, au final, bien s'occuper de Mia avant de monter dans le train, c'était aussi primordial pour passer un bon voyage après, quoi. Ouais, j'imagine. Et en termes techniques, quand tu es chargé comme ça sur certains trains, est-ce que tu dois déclarer ton chargement parce que là, j'imagine, tu vois, les TGV qu'on a, nous, en France, tu vois, il y a quand même assez peu de place entre les wagons et assez peu de place aussi pour les bagages. Quand tu as un chargement comme ça, Mm. est-ce que tu dois le spécifier sur tes billets de réservation ou le spécifier au contrôleur ou tu claques ton matériel où tu peux? Bah, il y a certains trains dans lesquels on a pu réserver pour rentrer par exemple en Suisse. On est rentré du coup à Lausanne. Là, et on a pu réserver notre place dans le train. Mais par contre, tous les autres trains, par exemple celui qu'on a pris pour aller en Italie, on a vraiment essayé d'avoir l'information par plein de gens. Enfin, on a essayé d'appeler le service client du train. Après, on est allé au guichet de la gare pour demander si on avait le droit, etc. Mais en fait, personne arrivait à nous dire si on pouvait monter dans le train avec nos vélos ou pas. Et en fait, au final, le monsieur du guichet de gare nous a dit, bah en fait, venez demain matin, essayez de rentrer et puis vous verrez bien si on vous dit quelque chose ou pas, quoi. Donc c'est stressant parce qu'en fait, on arrive avec tout notre chargement, mais avec nos billets de train, etc. Mais on sait même pas si on va pouvoir embarquer le jour du départ, quoi. Ouais, c'est fou quand même qu'ils soient pas capables de répondre et en même temps c'est tellement inhabituel qu'ils savent Oui, ouais, pas quoi peut-être, dire. ouais. Mais après, une fois qu'on est dedans, on est bien. J'imagine. Mais du coup, alors vous êtes allé en train au départ de votre périple et vous êtes revenu en train. Oui, exactement. Pourquoi vous avez fait le choix de pas prendre l'avion finalement? Eh ben, dans un souci écologique et parce que du coup, dans notre quotidien, on a fait le choix de plus prendre l'avion, donc ça aurait pas, ça n'aurait pas rimé à grand chose de prendre l'avion pour ce voyage alors qu'on a fait le choix de pas le prendre dans notre vie quotidienne, quoi. Et puis bon aussi après des fois t'as pas tellement le choix mais aussi c'est vrai que si tu fais Oui, ce genre de périple à vélo c'est aussi que tu es très soucieux de l'environnement et effectivement voilà, c'est un peu dommage de prendre l'avion. Mais il y a je suivais aussi et j'avais interviewé une autre famille cycliste, ils avaient dû prendre l'avion pour revenir, je ne sais plus pour quelle raison. Et du coup, elle était un petit peu dégoûtée, mais à la fois, il y a aussi des retours qui ah peuvent oui. pas toujours se faire en train ou autrement. Donc,
Mais voilà, du coup, c'est pour Non, ça bah que... après ça, c'est sûr que voilà, enfin nous on était au clair avec ça, c'est que s'il se passait quelque chose dans notre famille, enfin peu importe, et c'est sûr qu'il y a des voilà, il y a des événements pour lesquels tu peux pas non plus, enfin tu peux mettre de côté aussi tes valeurs écologiques, on va Mm, dire. mm, mm. Et du coup, pour conclure cet entretien, est-ce que tu pourrais nous partager ton meilleur souvenir? Bon, j'imagine qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, je pense qu'il y en a Non. 1000, mais est-ce que tu peux nous partager quelques moments vraiment qui t'ont fait dire putain, on l'a fait et c'est trop cool, quoi. Bah, en Norvège, j'ai eu beaucoup ces sensations où en fait, t'es seul sur ton vélo et enfin, tu te mets, enfin, c'est con, hein, mais tu te mets à pleurer juste parce que en fait, c'est trop beau, quoi. On est là, mais en fait, on l'a fait en famille, à vélo. Enfin, on est en train de réaliser ce qu'on pensait impossible 6 mois auparavant et là, on est là, quoi. Enfin, ça, je pense, c'est un des plus beaux souvenirs ouais, de prendre conscience qu'en fait, tout est possible, quoi. Ouais, je l'ai fait, quoi. Ouais, c'est ça, et ça enlève tellement enfin, ça enlève tellement de barrières pour la suite, une fois enfin, qu'on a osé se lancer, même sur une petite aventure. Enfin, enfin, ça enlève toutes les barrières qu'on s'est mises, parce que souvent, les barrières qu'on a, c'est des barrières qu'on se met à soi-même, quoi. C'est vrai. Et là, c'est vrai que la fierté de dire que t'es allé au bout, j'imagine que quand même à certains moments, tu as eu des moments de doute où finalement tout s'est bien goupillé et en fait, une fois que c'était lancé, bah, c'était lancé, quoi. Tu étais à fond dans le projet. Non, je pense que j'ai voulu arrêter autant de fois qu'on a traversé de pays. Mais je pense que c'est normal, ça fait partie aussi du voyage d'avoir des moments de doute. Et puis après, il y a les proches qui nous manquent. Dans les moments difficiles, on se dit, ah, mais en fait, ça aurait été plus facile de rester chez nous que d'être enfin, d'être là dans ce moment difficile. Et au final, ben non, ça aurait pas forcément été plus facile chez nous, quoi. Mais c'est juste que sur le moment, des fois quand c'est difficile, c'est compliqué de voir le positif. Mais une fois qu'on a passé la difficulté, on se rend compte quand même que le voyage, il est enrichissant pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est fou quand tu viens à bout de ce genre de projet. Oui, je pense que vous pouvez être fiers de vous, quoi. Et toutes ces barrières qui ont sauté en toi pour la suite, tu peux nous donner un exemple de bah, justement le retour, comment ça se passe après autant de mois en nature, sur un vélo avec ce projet voilà, qui est terminé. Euh, Comment tu reprends ta vie en fait après derrière tout ça? Bah ça, je pense que ça dépend de chacun. Par exemple, moi, j'étais plutôt contente de rentrer. J'avais mon projet de formation, donc j'étais plutôt contente. C'était plus compliqué pour Julien et pour Mia. Au final, ça s'est super bien passé. Le retour, elle était super contente de revoir ben, toute la famille, etc. Donc voilà, mais après, c'est sûr que on reste toujours avec quand même l'optique de repartir dans 3 ans, une fois que j'aurai terminé ma formation. Et du coup, on a appelé notre compte Instagram Les 7 continents parce que, en fait, notre projet de vie, c'est de faire les 7 continents à vélo ou sans prendre l'avion. Enfin, Ah, du coup, je me demandais pourquoi il s'appelait comme ça et je me doutais qu'il y avait bien une signification. Donc oui, du coup, derrière, il y a quand même un objectif de poursuivre un peu l'aventure. voilà, exactement. Maintenant, les barrières ont sauté, vous savez que vous avez le champ des possibles, plus rien ne va vous arrêter. Non, normalement pas. Enfin, en tout cas, on n'espère pas. Et du coup, alors pour l'instant, vous avez déjà des idées de votre prochain voyage ou pas du tout encore? On voudrait peut-être partir en Asie, mais c'est encore pas forcément sûr. Et enfin, pour l'instant, on n'a vraiment rien du tout d'établi. On se laisse un petit peu le temps pour mûrir cette idée. Et puis en tout cas, c'est sûr que qu'on repartira. Oui, puis peut-être aussi le temps aussi de digérer tout ce que vous venez de vivre aussi. J'imagine que ben, Oui, il faut du temps pour assimiler et avant de repartir sur un autre projet, je pense. oui, oui, c'est vrai. Non, mais totalement. Je pense qu'on a, à l'heure actuelle, pas encore tout digéré. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai pas fait ce voyage. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais oui, il faut que je l'assimile encore, quoi.
Ouais. Bah, en fait, tout passe tellement vite. Et c'est vrai que c'est un peu valable dans plein de sujets de la vie, je trouve. Ça passe tellement vite, même si on essaye d'en profiter un maximum, ben, on a l'impression de ne pas les avoir faites en Ouais, fait. Donc j'ai le même sentiment, rassure-toi, sur les projets. C'est très bizarre, ça me rassure. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. mais oui, je pense que c'est normal. Je pense qu'il faut du temps pour assimiler. En tout cas, c'était Ouais. hyper intéressant. Merci infiniment, Donia, d'avoir partagé ton expérience. On va suivre votre compte Instagram de près. Avec plaisir et du coup, merci de m'avoir invité à parler dans ton podcast. Bah écoute, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas un petit commentaire, cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye.